du Nord où j'ai mis en place en fait l'Observatoire des familles du Nord. Et donc je participe à ce réseau national des observatoires des familles depuis mon premier jour à l'UDAF. Et puis j'ai pris en charge le réseau national des observatoires des familles il y a 7 ans. Alors c'est un long parcours depuis 7 ans. Depuis 7 ans, au tout début de ce réseau national des observatoires des familles, quand j'ai commencé, on travaillait avec une dizaine d'observatoires, une dizaine de départements qui faisaient confiance à la démarche. Aujourd'hui, on est par exemple, sur l'enquête prévention santé, on est sur 43 UDAF, donc 43 départements, donc x 3000. On est sur un envoi de 130 000 questionnaires à destination des familles, répartis sur 43 départements. On a récolté environ 13 000 questionnaires qui vont être traités. C'est une grosse charge de travail, c'est un gros développement. Sur la prochaine enquête, on a encore franchi un palier avec 56 départements qui va nous faire quasiment en 2015 pour 55 départements près de 160 000 questionnaires envoyés à destination des familles. Donc on en espère aussi un gros retour. Donc c'est très bien de voir que cet observatoire des familles a pris corps, a pris une importance dans les départements, mais encore plus important pour nous aujourd'hui, et c'est ce qui est très bien, c'est cette vision régionale. Régionale, alors c'est vrai que sur le thème prévention santé, avec le schéma régional de santé, cela va de soi. Aujourd'hui, quand même, sur cet observatoire des familles, sur la prochaine enquête, on va être sur 9 régions totalement représentées sur les 56 départements qui vont participer à cette enquête. Donc voilà un petit peu la progression de cette UDAF. Et ce qui est également, donc ce gros travail depuis 2006 nous a permis donc deux choses, c'est de redonner la parole aux familles sur des thèmes particuliers, très précis chaque année. Chaque année un questionnaire, chaque année un thème, chaque année une remise en question de ce qu'on sait, mais aussi apporter cette voix des familles au plus près de leurs préoccupations. Et donc, depuis 2012, alors autrefois, on travaillait sur des échantillons Mediapost que peut-être certains ici utilisent ou ont déjà utilisé dans le cadre de leur recherche, mais depuis 2012, on a une convention et on travaille avec les fichiers allocataires CNAF. Donc, ce partenariat s'est fait parce qu'ils ont confiance. S'il s'est fait, c'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'Observatoire des familles a un réel intérêt et aussi qu'il y a derrière un cadrage. Alors, un cadrage que je m'efforce d'apporter tout au long de l'année et par mes multiples interventions dans les UDAF, mais aussi de la construction du questionnaire à l'envoi des questionnaires. Donc voilà, tout est cadré pour que justement cette notion d'enquête où le côté scientifique est donc primordial doit prendre place. Voilà un petit peu ce qui était important de replacer. Juste concernant, si tu peux nous dire deux mots sur l'origine en fait du choix du thème de la prévention santé. Oui. Alors ce thème, il avait notamment une importance parce que en 2013, il était important pour nous de placer les familles au cœur de la problématique santé. La thématique pour nous, quand on a fait ce questionnaire, c'était les familles actrices de leur santé. Pour qu'elles puissent avancer, pour qu'elles puissent se prévenir, il faut qu'elles se sentent actrices et non pas menées. Ça, c'était très important, c'était replacer la famille dans le débat, replacer la famille en tant qu'actrice et en tant que dénominateur commun sur l'ensemble de la politique. Donc, c'est en 2013 où, lors de la présentation de la stratégie nationale de santé, en septembre 2013, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, avait souligné l'importance qu'elle souhaitait donner à la prévention, l'éducation et la promotion de la santé. C'était une thématique qui était un pilier de la stratégie et de prévention de santé.
Donc, au cours de cette présentation, la ministre avait bien rappelé que la famille jouait un rôle essentiel dans l'éducation à la santé et dans l'accompagnement des malades. Le cadre familial, justement, pour replacer la famille et donc ce terme de parentalité qu'on a entendu tout à l'heure, c'était vraiment partir de la notion que le cadre familial permet à l'enfant de se constituer des repères dès le début et de transmettre, pour permettre ensuite aux parents de transmettre les gestes. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et ensuite, cette partie-là permet à l'enfant d'avoir un apprentissage de la prévention santé sans s'en rendre compte. Ce n'est pas des notions, mais c'est simplement un mode de vie qui fait que l'enfant apprend. Ensuite, les enfants, on l'a dit déjà un petit peu avec la parentalité, sont largement influencés par le comportement et le mode de vie des parents. Donc c'est par les actes au quotidien des parents que les enfants vont avoir des comportements futurs. C'est par aussi les actes du quotidien qu'on se prémunit des actions futures. Donc c'est aussi pour ça qu'on a souhaité donner la parole aux familles, parce que c'est par ce biais-là que l'on pourrait éventuellement retirer de l'information sur le mode de vie et aussi voir un petit peu quelle qualité en tout cas ce milieu familial a sur la transmission des gestes au quotidien. Et donc par conséquent, c'est pour ça qu'en 2013, en tout cas, nous avions, enfin en 2012, on avait anticipé, mais ensuite ça avait été conforté en 2013. C'est pour ça qu'on avait donné, en tout cas, la parole aux familles sur ce sujet, afin justement de pouvoir recueillir leurs paroles. Okay. Donc je vais vous présenter, donc voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport à l'enquête. Je vais vous présenter assez rapidement les aspects méthodologiques de l'enquête. Donc, elle repose sur en fait, un questionnaire qui a été envoyé à un fichier d'allocataires CAF mis à disposition, notamment enfin, à travers la convention UNAF-CNAF dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ce fichier aléatoire, enfin, donc, oui, c'est un fichier donc, qui a été sélectionné de manière aléatoire au niveau des allocataires CAF des 6 départements de la région. Donc, le critère de sélection des familles, donc, ce sont des personnes allocataires au 31/12/2012, ayant au moins un enfant à charge, et cet enfant donc, ayant de 18 à 20 ans maximum au domicile. Donc, je l'ai dit, donc le choix des allocataires donc, a été aléatoire au niveau des départements. 3000 familles ont été contactées par courrier, donc ce qui fait 18 000 familles allocataires touchées. En retour, donc, on a 2123 questionnaires exploitables qui ont été recueillis, ce qui fait un total de 12%, enfin un peu moins, 11,8% de taux de réponse. Si on regarde plus en détail au niveau des départements les répondants, on se rend compte donc on a quand même une surreprésentation des répondants au niveau des Hautes-Alpes, ainsi que dans des Alpes de Haute-Provence, et inversement donc une sous-représentation du département des Bouches-du-Rhône avec 9% de taux de réponse, et des Alpes-Maritimes avec 10% de taux de réponse. Le profil des répondants et des familles. Donc, les répondants, en fait, sont composés de familles essentiellement, enfin, en grande majorité en couple avec enfants, donc 76% de familles en couple pour 24% de familles monoparentales. Les répondants sont pratiquement toutes des femmes, donc 90%. L'âge moyen du répondant est de 40 ans. Les familles ont en moyenne 2,2 enfants. Et l'enfant le plus âgé a en moyenne 12 ans. 80% des répondants travaillent, sont actifs. Ils font partie en majorité des 2 CSP, donc profession intermédiaire et technicien, et employés administratifs et employés de commerce. Et au niveau donc, de l'assurance maladie, 88% bénéficient du droit de base pour 8% de la CMU. Et en termes de complémentaire santé,
Donc 89% des répondants ont un contrat collectif ou individuel, 5% la CMU complémentaire et aucune des deux pour 6% des répondants. Donc l'enquête, en fait, aborde plusieurs questions qui sont listées ici donc, et qui vont être reprises dans cette présentation. Donc on a abordé la consultation médicale, l'usage des médicaments, l'hygiène de vie, l'équilibre alimentaire, les accidents domestiques. Donc ça faisait une première grande partie en fait, de l'enquête du questionnaire. Et ensuite, une deuxième partie sur les acteurs de la prévention et une troisième partie sur la communication et les campagnes de communication autour de la prévention. Donc la consultation médicale. Donc, au regard des résultats, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les parents ne sont pas peu soucieux de leur état de santé? Si on regarde les résultats, donc on voit que 83% des parents déclarent attendre d'être vraiment mal pour consulter. A l'inverse, si on regarde les réponses qu'elles donnent par rapport à la consultation pour leurs enfants, on se rend compte qu'elles consultent dès les premiers symptômes pour 63% d'entre elles. Donc il y a un écart vraiment important entre leur comportement pour elles-mêmes, en tout cas pour eux-mêmes, pour les parents, vis-à-vis du comportement qu'ils ont pour leurs enfants. En dehors de la maladie, donc le but de la consultation est principalement des consultations pour des vaccins et des certificats médicaux, ainsi que pour le renouvellement d'ordonnances. On se rend compte que le conseil ou le dépistage est beaucoup plus rare, et donc en dessous de 20% pour les consultations. Donc je laisse Hakim dire quelques mots sur les verbatims concernant l'enquête au niveau national. Oui. Alors, juste avant, Laurent nous a rappelé le taux de retour qui était de 12%. Alors c'est vrai que ça peut paraître pas énorme, mais il faut aussi remettre le contexte qui est un questionnaire papier destiné aux parents qu'ils reçoivent dans une boîte aux lettres. Ils ne sont pas au courant, ils sont simplement ciblés via un fichier allocataire CAF. On les prévient quand même qu'ils sont extraits d'un fichier allocataire CAF. 12% des familles se sentent concernées et répondent au questionnaire. Par ordre d'idée, sur les mêmes formats d'envoi, le taux d'espérance, j'ai travaillé également en bureau d'études, le taux d'espérance était compris entre 3 et 5%. Dans le réseau national des observatoires des familles, on a des UDAF qui arrivent à 20% de taux de retour. Donc en fait, c'est important et c'est aussi la manière dont on aborde les questions avec les personnes. Jamais de questions de situation de mise en échec. Jamais, par exemple, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, au travers le questionnaire, jamais de discours ou de données moralisantes ou moralisatrices. Ça c'est très important. Recueillir la donnée, c'est pas donner une leçon de vie. Donc ça aussi, c'est aussi savoir se mettre à l'échelle, au niveau des parents. Tous les parents n'ont pas la même culture, n'ont pas aussi la même éducation. Donc en fait, c'est aussi important de pouvoir utiliser des mots simples dans les questionnaires. On veut recueillir de la parole des parents, alors donc il faut leur parler simplement, leur demander les choses simplement, pas de termes techniques dans le questionnaire. Donc en fait, tout ça est imbriqué et fait qu'en fait, les 12%, on y arrive. C'est pas évident, je vous dis, entre 3 et 5%, c'est vraiment inespéré dans un envoi papier. Aujourd'hui, on est à 12% sur un territoire comme la région PACA, qui est pas le meilleur en taux de retour, mais qui est déjà un très bon résultat. Voilà. C'était pour moi quand même important de le signaler. Donc c'est vrai que sur l'ensemble des résultats nationaux, et en fait ils ne s'écartent pas beaucoup de ceux de votre région, on a 84% des adultes qui attendent d'être vraiment mal avant de consulter un médecin. La demande de consultation, par contre, elle est beaucoup plus précoce lorsqu'elle concerne les enfants. Alors, on va dire, oui, c'est normal, et puis c'est bien. Sauf que pour pouvoir justement apporter un soutien à ses enfants, il faut être soi-même en bonne santé. Voilà, la notion de parentalité, derrière, elle ne va pas nous lâcher jusqu'à la fin du questionnaire. Et c'est important de le souligner, on ne peut pas pouvoir apporter un bon soutien comme
par exemple une personne vulnérable ou en situation de handicap si on n'est pas soi-même en bonne santé. Donc le message qu'on transmet aux enfants, il est aussi utile pour les parents. Et ça, c'est très important de le signaler. Donc, c'est vrai qu'on avait dans cette enquête la possibilité, et on laisse la possibilité aux parents de s'exprimer. Et donc, c'est vrai que quand on leur a demandé pourquoi en fait ils privilégiaient leurs enfants, donc on avait pas mal de choses. On a notamment, et ça ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots des parents, l'essentiel ce sont mes enfants. Pour moi, j'ai le temps. C'est vrai que ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire, mais en même temps, nous, voilà. Donc ça, c'est les parents qui disent ça. On a tendance à s'oublier au profit des enfants. Avec le boulot, l'école, les activités, le médecin, voilà, on y va quand on a le temps. Parfois, on se dit que ça ira. On attend. Wow, parfois ça passe, parfois, bon, ben, on y va quand même. Voilà, ça ce sont les parents. On a encore, c'est vrai que quand c'est mes enfants, je suis réactif, je suis toujours vigilante. J'ai pas envie que ça dégénère, alors que j'anticipe. Ça, c'est quand ça concerne les enfants. Il faut aussi que ça soit le cas quand ça concerne les parents. Or, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils nous disent. Et ce qui est important, c'est aussi que ce message-là de parentalité, c'est aussi être un bon parent, c'est être un parent aussi en bonne santé, ce n'est pas simplement s'occuper de ses enfants ou de la santé de ses enfants. Ok, donc on enchaîne sur le non-recours à la consultation médicale. Donc c'était une question qui était posée aux parents. Et donc il s'avère que quand même le non-recours apparaît assez important, puisque 62% des parents déclarent avoir renoncé déjà à ne pas aller chez le médecin malgré un besoin réel. Alors parmi les raisons qui sont données par les parents, donc principalement, donc la raison qui revient est le délai d'attente qui est trop long pour un rendez-vous, pour 48% des réponses. Le deuxième point est l'automédication, le fait de se soigner par soi-même, de son propre chef. Et le troisième point le plus récurrent est donc le coût trop élevé de la consultation. Donc là, Clémentine va nous donner quelques précisions sur ces questions. Donc bonjour à tous. Nous allons à présent regarder plus précisément qui sont les principales familles qui ne vont pas chez le médecin alors qu'elles en ont besoin. Alors ce non-recours est notamment plus marqué chez les bénéficiaires de la CMU, chez les parents isolés, chez ceux qui ne travaillent pas et chez les parents les plus jeunes. Quant aux raisons qui les poussent à ne pas aller chez le médecin, elles varient selon le type de famille. Donc on constate en effet en bas du graphique que l'aspect économique impacte plus les parents isolés, ici donc en jaune sur le graphique, et que les couples comparés, donc qui sont en bleu. Je vais trop vite. Non, c'est bon. Parallèlement, on voit que les parents en couple sont pour leur part plus impactés par les délais d'attente trop longs comparés aux parents isolés. Enfin, donc d'un point de vue plus territorial, selon les départements, les problématiques varient. Ainsi, donc, le coût trop élevé de la consultation est davantage évoqué dans le département des Alpes-Maritimes, donc dans 30% de leurs réponses. Et c'est dans les départements donc, qui sont principalement ruraux, donc les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, que l'éloignement des lieux de soins est le plus souvent évoqué. Quant aux délais d'attente trop longs, ils sont surtout évoqués dans le Vaucluse, comparés aux autres départements. Ok, donc deux mots je laisse ma sur Alors c'est vrai que concernant les délais d'attente, on a aussi, alors que ce soit sur les délais d'attente, l'automédication, le coût, ou également l'éloignement des lieux de soins, on avait dans cette enquête-là pas mal de verbatim, pas mal de parents qui nous ont écrit, y compris à côté des tableaux ou en bas de page, pas mal de choses. Et donc même si 65% des répondants
au niveau national ont renoncé à aller chez le médecin alors qu'ils en avaient réellement besoin au risque d'aggravation des symptômes, c'est vrai que le délai d'attente, c'est ce qui arrive en premier. Donc on a au niveau national 46%, avec des grosses différences entre les départements. Par exemple, au niveau national, on est à 46%, avec 27% dans la Meuse, 60% dans le Haut-Rhin. On passe quasiment du simple au triple. Pour les raisons, pareil, les parents, ce qu'on a, c'est que il faut quasiment 1 an pour un ophtalmo. C'est pas possible. J'aimerais bien y aller, mais pas dans 10 ans. Il y a trop d'attentes. Même quand on a un rendez-vous, c'est trop long. Le médecin est toujours surbooké. Même pour les urgences, je dois donc chercher un autre médecin pour les urgences. Le médecin est débordé. Voilà un petit peu ce qui revient constamment dans les enquêtes et dans les verbatims. La deuxième chose, l'automédication. Donc là, on est sur 45% d'automédication, avec 38% dans les Bouches-du-Rhône et 59% dans le Tarn. On a encore des différences entre les départements. Alors l'automédication, c'est important. Ça n'occulte pas la consultation, mais ça la retarde, tout du moins, pendant un moment. En tout cas, le médecin donne des médicaments, presque pas ou pas remboursés, donc je me soigne moi-même. Donc en fait, il y a souvent un rapport entre le coût et l'automédication. J'ai ce qu'il faut à la maison pour me soigner. Alors c'est bien, parfois on a des restes de médicaments, mais on verra tout à l'heure les effets que ça peut engendrer. Le coût aussi, pour 21%. On est à 15% dans la Moselle, à 28% dans les Alpes-Maritimes. C'est la fourchette haute. L'éloignement dans les Alpes-Maritimes, dans tous les départements, le maximum est atteint avec les Alpes-Maritimes. Donc là, par exemple, je n'avais pas d'argent à ce moment-là. Je suis dans une situation financière difficile. Le coût était trop important. Même si je suis remboursé une partie, je ne peux pas avancer tous les frais. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Et notamment, alors j'ai retenu aussi, tout à l'heure, on parlait de l'éloignement des lieux de soins. Alors au niveau national, on est à 5% pour cette modalité. En Haute-Provence, dans les Alpes de Haute-Provence, on est à 17%. Voilà. Donc en fait, pareil, c'est un département qui est dans la fourchette haute. C'est le département qui a le chiffre maximal sur l'ensemble des départements que j'ai pu traiter. Donc, toujours concernant la consultation, donc, on voit que les parents tardent à consulter, pour eux-mêmes en tout cas. On voit qu'il y a un certain renoncement à consulter pour des raisons diverses, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un désintérêt pour la prévention. En fait, on s'en rend compte lorsqu'on interroge les parents sur de savoir si la prévention est abordée au cours de la consultation, quand la consultation a lieu. Et donc, on se rend compte que, en fait, la plupart des parents prennent l'initiative d'aborder la question de la prévention au cours de la consultation. Donc, c'est eux-mêmes qui vont aborder la question plus que le médecin lui-même, même si on se rend compte qu'il y a quand même 26% qui n'y pensent pas. Donc, alors là, moi, je ne sais pas comment on peut interpréter ça. Mais voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même un vrai intérêt de la plupart des parents pour la question préventive à l'occasion de la consultation. Alors, là encore, les résultats de la région PACA sont conformes aux autres départements, voire aux autres régions. Là où on est à 62%, on est à 62% des parents qui disent aborder le sujet de prévention avec leur médecin quand ça concerne leur enfant, on est à 65% au niveau national. Donc en fait, on est dans la même tranche. Et quand ça concerne l'enfant, au niveau national, on est à 39%. Donc, après, on a aussi 29% des familles parfois qui disent tout simplement ne pas y penser. Alors concernant aussi cet axe de prévention, il y a une enquête également, toujours un lien aussi avec les autres acteurs régionaux. On a, alors moi principalement, là
parle un peu de ce que j'ai fait dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai travaillé avec ma collègue du CIS Nord-Pas-de-Calais, qui est dans nos locaux. Et donc, là, elle est allée un peu plus loin. Donc, avec l'Observatoire territorial des usagers de la santé, pardon, elle a réalisé une enquête Otus, qui est un recueil de paroles, et qui est une enquête avec participation de l'ARS et du CRES également. Et donc, sur cette enquête-là, par exemple, elle a repris, donc on a travaillé sur le questionnaire prévention santé qu'elle a repris pour ensuite développer une grille d'enquête quali pour des entretiens. Et donc, il y a une enquête Otus qui a été réalisée en région Nord-Pas-de-Calais, qui est un recueil de paroles. Et l'enquête Otus, alors c'est l'Observatoire territorial des usagers de la santé. Et donc voilà, pour vous dire aussi que les interactions entre les différents acteurs de la santé sur la région se fait, et les UDAF, certaines URAF le font. Dans le Nord-Pas-de-Calais, je l'ai fait. Ça a été utile et pour l'UDAF, pour l'URAF Nord-Pas-de-Calais, parce que ça a conforté certaines choses. Ça a été une reprise en main du travail par un autre partenaire. Et donc là, un recueil de paroles réalisé par le CIS à partir de notre travail. Voilà. Donc c'est aussi pour dire que lorsque les enquêtes sont faites, elles ne sont pas faites pour rester stagnantes ou rangées dans un tiroir, mais aussi pour les prendre en compte, les prendre en charge. Tout à l'heure, on a parlé de la représentation, des représentants, etc. C'est très bien de leur donner des outils, c'est ce qu'il faut, mais en même temps, il faut leur expliquer à quoi va servir cet outil et pourquoi on l'a réalisé et comment leur donner en main. Leur donner les outils, c'est bien. Leur donner des outils qui correspondent à leurs attentes, à leur lecture, c'est encore mieux. On va accélérer. Vas-y, je t'en prie. Ok, donc je poursuis sur le déroulement de l'enquête. Donc, on a interrogé les personnes également sur l'usage des médicaments, donc l'usage qu'ils faisaient des médicaments. On se rend compte qu'il y a quand même un usage plutôt précautionneux concernant ces objets. Donc 69% lisent la notice que le médicament soit prescrit ou non. 67% vérifient toujours la date de préemption, idem que le médicament soit prescrit ou non. Concernant donc l'aspect automédication, donc en fait on se rend compte à travers les réponses que la recherche de conseils ou d'informations sur les médicaments qui sont achetés directement en pharmacie, cette recherche d'informations et de conseils se fait principalement auprès du pharmacien et bien moins souvent sur Internet. Donc c'est auprès du pharmacien, donc on atteint les 47% et les recherches sur Internet, 15%. Pour appuyer aussi cette question, on constate qu'il y a 60% de personnes quand même qui ne recherchent jamais d'informations sur les médicaments sur Internet. Donc, Hakim, 2 mots rapides. Alors c'est vrai que, très rapide. Alors c'est vrai que la lecture de la notice, ça peut paraître anodin, par contre c'est quelque chose qui peut vraiment sauver des vies et se parer contre des allergies. 69% des répondants la lisent, 75% dans les Alpes de Haute-Provence, et là, par contre, ça témoigne quand même d'une marque de responsabilité, surtout quand ça concerne les enfants. C'est aussi important quand on n'a pas notre médecin, quand ce n'est pas le médecin habituel, quand on est sur un lieu de vacances. Ça aussi, le médecin ne nous connaît pas. Donc en fait, il peut nous donner des médicaments, mais qui peuvent interagir avec des allergies qu'on a, par exemple, auparavant. Donc c'est quand même très important, même si le médicament est donné par un professionnel, de regarder s'il nous correspond. Donc on se rend compte également qu'il y a des pratiques de conservation autour du médicament qui sont quand même plutôt responsables. Donc il y a 9 parents sur 10 qui rangent les médicaments hors de portée des enfants, 97% qui les gardent dans leur boîte avec leur notice, et 84% vérifient régulièrement leur date de péremption. Concernant les médicaments dont on n'utilise plus ou qui sont périmés, on constate qu'il y a 57% des parents qui affirment les rendre à leur pharmacien, donc pratiquement 60%, et seulement 30% qui disent les jeter directement à la poubelle. Donc globalement, on peut considérer qu'il y a quand même des pratiques qui sont responsables à ce niveau-là. Rapidement, 2 mots.
Oui, alors toujours rapide. On a vu tout à l'heure, garder des médicaments, c'est très bien, etc. Par contre, voilà, les intoxications médicamenteuses, en fait, en France, sont très nombreuses. On a environ 130 000 hospitalisations par an, et ça constitue la première cause d'accident domestique pour les enfants de moins de 4 ans. C'est pas anodin, c'est pas rien. Ensuite, bon, voilà. C'est pour ça, hein, le stockage, c'est important. Le mettre hors de portée des enfants, c'est encore mieux. Ne pas réutiliser un médicament qui, normalement, une boîte doit être finie lorsque le traitement est terminé. S'il en reste, c'est qu'on n'a pas bien pris. Voilà. En tout cas, c'est le cas pour les antibiotiques. Donc, avoir des antibiotiques en armoire à pharmacie, c'est pas logique. Donc, un deuxième point qui était abordé, enfin un troisième point qui était abordé, c'était l'hygiène de vie. Donc les questions portaient sur, en fait, étaient listées toute une série de conduites permettant d'avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie. Et donc, à travers les réponses, on se rend compte que les conduites sont suivies de manière assez étroite par les enfants, mais pas forcément par les parents. Donc, là était listé par exemple le fait d'avoir une alimentation équilibrée, se brosser les dents, donc hygiène bucco-dentaire voilà, après chaque repas, avoir des heures de repas fixes, avoir un nombre d'heures de sommeil suffisant, avoir des heures de coucher fixes et adaptées et avoir une activité physique régulière. Donc si on regarde sur le graphique, donc là en foncé, donc ce sont les conduites suivies par les enfants et on se rend compte qu'elles oscillent entre 80 et 90%. Donc les enfants en tout cas respectent ces différentes conduites pour une très grande majorité, excepté si on regarde pour tout ce qui est hygiène bucco-dentaire, où là on descend à 70%. À côté de ça, si on regarde le comportement des parents, eh bien, on se rend compte que notamment concernant le sommeil et l'activité physique, en fait, seulement un parent sur deux respecte ces conduites-là. Donc, gros écart par rapport au comportement des enfants. Et on peut noter également le fait que les parents ne respectent pas trop le fait d'avoir des heures de repas fixes, puisqu'il y a un écart en fait assez important entre ce qui est demandé aux enfants et leur propre comportement. Donc, Clémentine peut nous dire. Tout à fait, oui. Donc, toujours concernant l'hygiène de vie, hein, l'étude nous montre que 9 parents sur 10 estiment avoir une alimentation équilibrée, mais des écarts significatifs apparaissent selon certaines variables comme donc, le département de résidence de la famille, selon la situation socio-économique, donc par exemple si le parent bénéficie ou non de la CMU, s'il est de catégorie socio-professionnelle supérieure ou inférieure, etc. Et selon aussi la variable de la typologie familiale, donc savoir famille nombreuse ou non, famille monoparentale ou non. Donc ainsi, on voit que dans ceux qui estiment le plus avoir une bonne hygiène alimentaire, on retrouve donc les familles des Hautes-Alpes, les catégories socio-professionnelles supérieures, les parents en couple et les familles nombreuses. Donc à droite du tableau sur la diapositive, on voit qu'à l'inverse, ceux qui estiment avoir un moins bon équilibre alimentaire sont les familles donc, les plus vulnérables, telles que donc, les parents bénéficiant de la CMU, dont une famille sur 5 estime avoir une mauvaise alimentation. Il y a également donc, les parents isolés, les familles avec peu d'enfants et les familles des Bouches-du-Rhône. D'accord. Donc, une autre question a été posée, toujours concernant l'alimentation, l'équilibre alimentaire. Donc, on posait la question de savoir si, pour les familles, les repas en famille permettaient d'avoir une alimentation équilibrée. Et donc, à travers les réponses, il s'avère que près de 9 parents sur 10 considèrent effectivement que les repas en famille permettent justement de mieux manger, en tout cas manger plus équilibré. Donc, à travers les réponses qui sont données donc dans les raisons, hein, donc là, on a mis quelques verbatims donc, exprimés par les parents. Donc, les parents nous disent que ça invite à prendre plus de temps pour cuisiner plus sain, que ça donne de bonnes habitudes aux enfants, donc l'aspect transmission,
que cela évite de manger trop vite et de grignoter, donc ça permet aussi de limiter tout ce qui est grignotage dans la journée. Et ça permet de goûter à tout. Donc là aussi, et ça, Hakim en reparlera, c'est aussi le fait que ça permet de contrôler aussi l'alimentation des enfants au cours du repas et de leur permettre de découvrir aussi des aliments qu'ils n'auraient pas forcément envie de découvrir tout seuls. Voilà. Oui. Alors là encore, hein, la notion d'alimentation équilibrée, elle est importante. Et dans le questionnaire, on avait demandé tout simplement, estimez-vous avoir une alimentation équilibrée? Là, globalement, on a 80% des parents qui estiment avoir une alimentation équilibrée. Par ailleurs, ensuite, on demande, connaissez-vous les 3 critères principaux d'une alimentation équilibrée? Là, par contre, on a une grosse surprise, simplement 6% des familles interrogées savent classer les 3 critères. Donc, oui, on sait ce que c'est une alimentation équilibrée. Oui, on a une alimentation équilibrée. Par contre, ils sont capables d'en retenir tout. 6% nous donnent les 3 bons critères d'une alimentation équilibrée. Donc en fait, il y a beaucoup de désinformation derrière, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser. Alors, ensuite, sur l'alimentation, les repas en famille, alors oui, les familles pensent que prendre des repas en famille incite à manger plus équilibré, un repas pris seul n'incite pas à manger équilibré, il y a plus de plaisir à préparer un repas pour toute la famille, ça doit être un moment privilégié, prendre son temps, on est plusieurs à table, un vrai moment de convivialité et de partage, c'est un moment d'échange essentiel dans la journée. Voilà à quoi doit ressembler en fait un repas pour les familles. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce repas en famille, ça rassure les parents. Pour les parents, c'est un moyen de contrôler l'alimentation des enfants, voir ce qu'ils mangent. Ça coupe court au grignotage, ça incite les parents à varier les menus, à cuisiner des aliments frais. On montre l'exemple, c'est important. Par contre, le revers de la médaille, c'est que pour beaucoup de familles, le bon équilibre alimentaire, c'est pas donné. C'est pas moi qui le dis, ce sont les mots des parents. C'est pas donné. Donc, manger équilibré, c'est aussi une question d'argent pour les parents. Et pas simplement une histoire de prendre les repas en famille ou pas. C'est coûteux. Après, on a des familles qui nous disent il faut cesser, il faut arrêter de culpabiliser les familles qui ne peuvent pas manger des fruits ou des légumes. On le sait. Voilà. Donc, sur le coup, parce que là, on est vraiment à la bourre. Voilà. sur le coup, ouais, au niveau régional, ouais, si tu peux nous dire 2 mots. Là, on est sur. Donc, on a vu un instant que les parents savent à peu près comment manger équilibré, mais pour autant, la situation socio-économique des familles est déterminante pour effectivement manger équilibré. Donc, en effet, cela est d'autant plus vrai pour les familles les plus fragiles, telles que les bénéficiaires de la CMU, les parents isolés et les parents ouvriers et employés. On observe donc aussi qu'en contexte familial plus vulnérable, non seulement la qualité de l'alimentation est moins accessible, mais les bons comportements en matière d'hygiène alimentaire sont également moins adoptés. Donc l'enquête fait apparaître que le grignotage en dehors des heures de repas est reconnu par 1/4 des parents interrogés et concerne plus du quart des enfants. Donc 27% des enfants, pour être plus précis. Donc, les résultats ils montrent cependant que le problème du grignotage des enfants concerne plutôt les familles dont le ou les parents bénéficient de la CMU, les familles monoparentales et celles ayant le plus d'enfants. En revanche, le grignotage touche bien moins les familles dont les parents appartiennent aux catégories socio-professionnelles supérieures, puisque seuls 18% d'entre elles déclarent grignoter. Donc il faut noter juste que ces résultats concordent avec les chiffres nationaux du baromètre Santé Nutrition, donc de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Donc là, je vais rapidement passer. En fait, Hakim pourra nous dire peut-être après la présentation dans le débat, justement à aborder la question des budgets types, qui est vraiment intéressant au niveau de l'UNAF par rapport justement au poste de dépenses en alimentation. Donc, étant donné le temps, je passe en espérant qu'il aura l'occasion d'en parler.
Donc, concernant les connaissances des familles, donc elles ont le sentiment de manger équilibré, mais on se rend compte à travers l'enquête que leurs connaissances pourraient être bien améliorées, en tout cas en partie. Pour les familles, manger équilibré, c'est essentiellement manger des fruits et légumes chaque jour et prendre 3 repas par jour à travers l'ensemble des propositions qu'on avait faites dans l'enquête. Et donc, on voit qu'après arrive bien après une alimentation variée, qu'importe la quantité, viande, poisson ou œufs, 1 à 2 fois par jour, etc. Donc, c'est vraiment fruits et légumes chaque jour et les 3 repas par jour. Si on considère en fait les recommandations du guide alimentaire pour tous, qui est édité par le Programme national de nutrition santé, on se rend compte qu'il y a quand même des écarts par rapport à ces recommandations-là dans les connaissances des parents. Puisque, effectivement, alors, manger des fruits et légumes tous les jours est important, mais on se rend compte que les 3 autres recommandations du guide arrivent quand même bien après, un peu plus bas dans le tableau, je dirais, donc, à savoir la viande et le poisson ou œufs 1 à 2 fois par jour, manger au moins 3 produits laitiers par jour, et manger des féculents à chaque repas. Concernant toujours la connaissance des parents, donc une information qui est intéressante concerne les labels et certifications. En fait, on se rend compte à travers l'enquête que ce sont les labels et certifications et la liste des ingrédients qui sont les informations qui sont le plus lues sur les produits alimentaires achetés et qui influencent le plus ces achats. A contrario, tout ce qui est information sur les calories, les composants, les protéines, vitamines, etc., matières grasses, sont bien plus faibles dans la lecture et évidemment dans l'influence par rapport à l'achat du produit alimentaire. Je vous arrête. Ah ouais. Il y a plein de choses à dire, on est d'accord. Ouais. Mais juste parce que donc, vous avez les informations statistiques dans le document et peut-être que les questions vont être aussi l'occasion de compléter. Alors si vous avez encore 2 petites phrases, d'accord. Mais après on prend les questions et puis comme ça la discussion continue, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on respecte le temps aussi. Donc voilà, juste par rapport aux associations familiales. Donc on constate à travers l'enquête que le référent, l'acteur numéro 1 pour la prévention pour les familles est le médecin traitant et le pharmacien essentiellement. Et en 3e lieu, et qui n'est pas très loin, en fait, les parents, les amis, la famille. On constate dans ces résultats que les associations en fait, sont peu utilisées en tant que référent par rapport à la prévention, puisqu'elles tombent à 6% des réponses. Mais si on interroge, et c'est ce qu'on a fait, les parents sur le rôle que pourraient tenir les associations, et notamment les associations familiales, en matière de prévention santé, alors là, il y a des réponses qui sont intéressantes, étant donné que pour la plupart des personnes interrogées, leur rôle serait de diffuser des informations de prévention, de former, sensibiliser à réagir aux maux de la vie quotidienne et d'aider à la compréhension des messages de prévention. Donc il y a un vrai rôle qui est attendu par les familles auprès des associations. Donc ça, c'est important de le dire. Et à travers les résultats qu'on n'a pas pu présenter globalement, en tout cas entièrement, il y a plusieurs axes qui apparaissent. Donc le décryptage, le rôle que pourraient tenir les associations en termes d'information, de diffusion et de sensibilisation. Donc le décryptage des informations, par exemple, sur les produits alimentaires, l'information sur les gestes concernant le stress et le mal-être, qui est un sujet qui est vraiment très important au niveau des familles, puisqu'il y a un vrai besoin d'information sur ce sujet-là, donc on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et la responsabilisation également sur les familles internautes dans leur navigation, parce qu'on se rend compte qu'en fait, si elles naviguent sur Internet pas mal pour s'informer sur la santé, elles ne prennent pas trop garde à la qualité des informations qui sont diffusées, et donc il y aurait un vrai travail à faire à ce niveau-là
Je suis désolé, on n'a pas pu tout présenter. Non, mais on va rajouter en discutant. Alors, je corrige parce que je me suis trop avancée. Moi, je l'avais dans ma pochette, mais apparemment, vous n'avez pas ce document dans vos pochettes. Mais par contre, vous pouvez y accéder directement en ligne sur le site de l'URAF. Voilà, comme ça, vous pourrez le télécharger. Je me renseigne à la pause. Je pense que normalement, les diaporamas seront disponibles en ligne. On vous confirme ça avant la fin de la journée. D'accord? Donc, on prend rapidement quelques questions. On va essayer de ne pas trop déborder sur le temps. Si donc vous avez des questions sur ce qui a été présenté, alors Michel Le Carpentier. Oui, juste à propos des médicaments, une petite information pratique. Il existe ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique. Je vous invite à le demander à vos pharmaciens. Sur ce dossier pharmaceutique, vous avez 4 mois d'historique. Et donc, c'est là où on remet aussi en compétence le métier de pharmacien. Il a donc en charge, il a visuellement l'ensemble des médicaments que vous prenez. Et donc, du coup, d'une part, si vous êtes en vacances, il peut vous dépanner, de vous donner le médicament qui vous est nécessaire. Mais il a aussi le regard sur l'ensemble des médicaments. Donc, éviter effectivement tout le problème iatrogénique, donc le mélange des médicaments qui est extrêmement dangereux. Globalement, il arrive que les pharmaciens vous aient pas dit, mais que vous soyez inscrit dans ce dossier pharmaceutique. Je ne parlerai pas du DMP, ce serait un autre sujet. Mais en tout cas, je vous invite vraiment, du point de vue de la pharmacie, à demander ce dossier. Allez-y. Bonjour, Aurélie Bocquier de l'Observatoire régional de la santé PACA. Je voulais revenir juste un petit peu sur la méthodologie et le taux de réponse. Donc, vous avez fait un commentaire en disant que c'était un taux de réponse inespéré par rapport à des enquêtes de ce type. Donc, bravo d'avoir eu ce taux de réponse. Malgré tout, je pense que c'est quand même important d'apporter un petit bémol sur les résultats que vous présentez en termes de pourcentage brut. Comme ça, quand vous dites qu'il y a 80% des gens qui font ci ou qui pensent ça, il faut avoir en tête que quand même les 10% d'individus qui ont répondu, ils sont sans doute, comme dans toutes les enquêtes de ce type qu'on fait en France ou à l'étranger, ils sont souvent d'une catégorie socio-économique plus favorisée, ils ont un niveau d'études plus important. Et comme vous l'avez constaté dans votre enquête et dans les autres enquêtes en France, ce niveau socio-économique, il est positivement associé à tout un tas de comportements de santé favorables. Donc, il faut avoir en tête que l'image que vous donnez avec des pourcentages bruts, elle est peut-être un petit peu plus dorée et plus favorable que ce qu'elle est en réalité. Et d'autre part aussi, c'est important d'avoir en tête, quand on fait des comparaisons région-France, qu'on fait aussi dans les baromètres santé, puisque l'ARS a contribué à des extensions régionales. Donc on a pu, sur différents sujets, santé, environnement, nutrition, comparer la situation régionale à la situation nationale ces dernières années. Et donc c'est aussi important d'avoir en tête que la structure sociodémographique de la région est différente de la structure nationale et qu'il y a notamment une situation socio-économique dans certains territoires, Bouches-du-Rhône, etc., moins favorable. Donc ces différences-là, elles expliquent aussi en partie des différences. Après, il y a tout un tas de facteurs territoriaux, d'offres de soins, etc., qui peuvent contribuer à certains de vos résultats aussi. Je vais juste me permettre de répondre. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord, il n'y a aucun souci. C'est juste que là, il y a dans le traitement de l'URAF-PACA ensuite des comparaisons entre les PCS, par exemple. C'est ça qui va être important. Il y aura aussi la possibilité de comparer les comportements en fonction des régions. Ça aussi, c'est quelque chose qui va pouvoir être fait par l'URAF-PACA. Donc, en fait, là, aujourd'hui, le but, c'était pas de comparer, de mettre des graphiques entre PCS, etc. C'était de mettre les 3, 4 ou 5 grandes idées essentielles qui se dégageaient en fait de ça. Après, c'est vrai qu'il y a un traitement un peu plus fin à faire. Je pense que l'URAF-PACA va le faire. En général, c'est ce qui est fait dans les UDAF. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quand on a les familles monoparentales et les autres, les catégories professionnelles, les CSP+, les CSP-, est-ce qu'il y a vraiment une différence de comportement ou de ressenti entre les deux, entre les hommes et les femmes aussi, les familles avec des enfants, sans enfants, donc voilà. Après, en fonction des régions, etc. C'était peut-être pas le but aujourd'hui, enfin ils l'ont fait aussi par
par quelques remarques sur les CSP notamment. Je pense que bon, ils savent qu'il faut creuser là-dedans. Alors c'est pas une lacune, mais c'est simplement que c'est un travail à faire et je pense qu'ils l'ont entamé et ils vont certainement le terminer. Et oui, je suis d'accord que l'important il est là. Non, et puis en plus, juste deux mots. Je pense que c'est important aussi de préciser, mais peut-être ça nous paraît évident aussi. C'est que quand on parle de famille de la région dans le cadre de l'enquête, c'est sur la base des critères qu'on a énoncés au début, quoi. Donc effectivement, et on a bien dit qu'il y avait des surreprésentations suivant certains départements, de sous-représentations pour d'autres. Donc effectivement, alors peut-être on va un peu vite en parlant de famille de la région et en donnant des chiffres comme ça, mais évidemment, il faut remettre dans le contexte des différents critères qu'on a énoncés, quoi. Voilà. Merci. Madame souhaitait prendre la parole, on vous écoute. Oui, Anne-Marie Rinaldi est élue à la gare d'une ville près de Toulon. Dans le cadre de mes activités, nous avons beaucoup travaillé nous sommes adhérents PNNS et nous travaillons beaucoup sur comité santé, etc., etc. Nous organisons des petits déjeuners et autres. Et en particulier, nous avons mis en place, pendant un mois avant les fêtes de Noël, dans le cadre de nos chalets de Noël, nous offrons des soupes aux familles qui veulent bien, qui se promènent dans les chalets de Noël, des soupes différentes. Et là, cette année, nous avons distribué sur 5 séances 4000 bols de soupe. Et nous sommes là justement pour discuter avec les familles qui viennent, les parents, etc. Et nous avons quand même beaucoup remarqué que les jeunes familles, les jeunes femmes en particulier, ne savaient pas cuisiner les légumes, surestimaient beaucoup le prix d'une alimentation équilibrée. C'est pour ça que nous donnons pas mal de recettes avec le prix pour 4 personnes, etc. Alors je me demande s'il ne serait pas bien que des associations se créent pour tout simplement, peut-être qu'elles existent d'ailleurs, nous avons essayé d'en susciter, pour apprendre aux familles simplement à cuisiner avec les produits du coin et de la saison au plus bas coût possible. Voilà. Merci. Je pense qu'on y reviendra dans la table ronde de cet après-midi consacrée à l'alimentation et à la nutrition. On va s'arrêter là. Je sais qu'il y avait encore plein de choses à dire, mais on pourra échanger peut-être pendant le buffet. On va enchaîner avec la dernière présentation de ce matin. Alors on dit des fois trop d'informations tue l'information. Est-ce qu'on pourrait dire trop de prévention tue la prévention? On va voir avec le professeur Essinger, en tout cas, les intérêts et les limites de la prévention. Je vais vous l'installer. Merci à tous les trois, en tout cas. Donc, bonjour. Pour gagner du temps, je vais me présenter. Donc, je m'appelle François Essinger. Je suis médecin interniste, c'est-à-dire médecin clinicien, et je suis professeur associé de santé publique. Je suis responsable à l'Institut Paoli-Calmettes d'un département qui prend en charge la prévention et le dépistage des cancers. L'Institut Paoli-Calmettes est une structure de soins, mais c'est un centre régional de lutte contre le cancer. Et donc, quand on veut lutter contre une maladie, il faut être capable de mobiliser tous les outils. Et ces outils, c'est avant la maladie, la prévention et le dépistage. C'est pendant la maladie, les soins. Et après la maladie, la réhabilitation, la réinsertion. Donc, je fais un clic pour... Non, je vais... Dernier, il y en a un peu avant, donc il va falloir que j'utilise, voilà. Donc dernier, c'est le clic gauche qui fait avancer, très bien. Dernier point, donc je suis consultant pour le laboratoire Roche. Je limite volontairement les revenus que me verse ce laboratoire à moins de 10% de mes revenus, de façon à ce que vous puissiez croire plus de 90% de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, c'est un débat que j'ai très souvent avec moi-même. Dire la vérité ou être aimé.
Habituellement, j'arbitre dans le sens d'être aimé, qui est une sorte de caresse narcissique très agréable. Mais globalement, à long terme, est-ce que pour être aimé de manière durable, pour parler comme les écologistes, est-ce que ce n'est pas plus efficace de dire la vérité? En fait, quand on prend en charge des personnes, quand on participe à des prises de décision, et en particulier dans cet univers de la prévention et du dépistage, je pense que les personnes qui viennent nous voir et qui viennent solliciter des conseils doivent être traitées comme des partenaires et que le comportement paternaliste, même s'il est bienveillant, j'ai rien contre le paternalisme, j'ai 3 enfants et j'ai dû me comporter de manière assez paternaliste avec eux. Et donc finalement, globalement, je pense que dire la vérité, in fine, produit de la confiance, et même si, à court terme, parfois l'efficacité de dire la vérité réduit l'impact attendu, je pense que dans le long terme, le plus important, c'est de rester dans une morale déontologique, et parfois au détriment de l'efficacité, dire la vérité des gens. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer que la réalité, elle est nuancée. Alors, bon, il y a plein d'idées reçues, dans de très nombreux colloques et très souvent à la télévision, j'entends des personnes qui commencent par « tout le monde sait que », même une chanson de Leonard Cohen qui reprend cette formule, « tout le monde sait que », ça part mal. Et parmi les idées reçues, prévenir vaut mieux que guérir. Ce que je connais de l'univers de la santé me fait dire c'est parfois vrai, c'est parfois indifférent et parfois prévenir est plus dangereux que guérir. Et donc notre responsabilité, c'est de faire la part des choses et de dire quand prévenir vaut mieux que guérir, il faut promouvoir la prévention, et quand les soins ont globalement un impact plus efficient, avec moins d'effets secondaires, moins de charges, ainsi de suite, eh bien, on peut parfois, dans certaines circonstances, attendre que les gens soient malades pour pouvoir les prendre en charge. Donc cet aspect totalitaire de prévenir vaut toujours mieux que guérir, j'en suis assez éloigné. Alors, finalement, en fait, c'est une opposition de vision du monde. Est-ce qu'on est dans un univers manichéen, le bien et le mal? Mais j'ai tendance à considérer que cet univers manichéen, le bien et le mal, relève du religieux. La réalité du monde, elle est beaucoup plus complexe que le bien et le mal. Et je suis assez proche d'une formule très longue, mais précise. J'ai pris un exemple, la prévention de l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire d'une maladie donnée, grave, parce qu'il y a des infarctus du myocarde plus ou moins graves. Et ce que je dis là est vrai également pour le cancer du sein. La prévention du cancer du sein est extrêmement importante quand elle prévient l'apparition de cancers graves. Elle est moins importante quand elle prévient l'apparition de cancers moins graves. Chez M. Dupont, et chez M. Durand et chez M. Martin, cette intervention aura un ratio risque-bénéfice différent, parce que le bénéfice attendu chez une personne, les risques attendus chez une personne sont différents. Et donc, comme vous pouvez le voir, la description de dire « je vais promouvoir une action de prévention » et je vais dire à des gens « prenez de l'aspirine, faites du sport, maigrissez, ainsi de suite », je dois tenir compte en permanence du bénéfice attendu. Ce bénéfice attendu dépend de la fréquence de la maladie, de la gravité de la maladie, de la capacité qu'on a à contrôler la maladie, et doit tenir compte des effets secondaires négatifs de la prévention qui sont différents d'une personne à une autre. Vous voyez, je sais que le principe de précaution est devenu constitutionnel dans notre société. Je suis